Donc, on va passer tout de suite maintenant à la communication de Julien Olivier, qui, donc, depuis 2014, a la chance de travailler au cabinet des médailles et antiques, où il est en charge de la collection des monnaies grecques, une très belle collection. Il est spécialiste d'histoire économique et monétaire et archéométallurgie, et a fait sa thèse sur les monnayages et l'histoire des rois ptolémiques au IIe siècle avant notre ère. Merci beaucoup. Donc effectivement, comme le disait Felicity, je viens aujourd'hui un petit peu en visiteur, en historien et numismate. Alors j'ai découvert beaucoup de choses très intéressantes. J'ai beaucoup de choses assez familières qui sont venues aux oreilles, des noms comme Rollin et Feuardent qu'on croise quasi quotidiennement quand on étudie effectivement la collection des monnaies grecques, des catalogues de vente qui existent par dizaines de milliers au moins dans le domaine proprement numismatique, et aussi des usages finalement extrêmement différents qu'on aurait de ces catalogues de vente en numismatique. Avant tout, le catalogue de vente est pour nous un réservoir de nouveaux exemplaires qu'on collectionne dans nos catalogues, qui doivent rassembler le plus grand nombre de pièces pour avoir une vision la plus cohérente, la plus complète possible d'un monnayage. Et j'y reviendrai un petit peu à la fin de ma communication. Pendant très longtemps, mais c'est en train de changer, et assez rapidement ces temps-ci, les questions de provenance et de pédigré étaient finalement assez mineures, et en tout cas assez peu prises en considération. Et effectivement, quand un numismate veut faire une étude sur un monnayage, il a trois grandes sources à sa disposition. Il a les grandes collections institutionnelles ou privées, dans la mesure de leur accessibilité, les collections publiées, aussi extrêmement nombreuses, aujourd'hui en plus en ligne assez largement, et les catalogues de vente qui vont aujourd'hui nous intéresser tout particulièrement. Et de fait, la discipline s'est toujours développée à côté, en parallèle, même vraiment avec ce développement, cette croissance du marché de la vente de monnaie. Alors, malgré cette importance, j'ai trouvé assez peu de bibliographie à ce sujet. J'ai trouvé un article qui date de 1990, un auteur belge qui s'appelle François de Calataille, qui a essayé de conceptualiser ce rapport de la numismatique au catalogue de vente en tant que source, quelques billets de blog, quelques introductions de thèse, mais finalement assez peu de réflexion sur la place du catalogue de vente dans nos études. Donc je vais essayer ici aujourd'hui de vous transmettre un petit peu ce que nous faisons de ces catalogues de vente, comment nous les utilisons, quels sont nos usages et comment ils évoluent, je vous disais vraiment aujourd'hui, en ce moment, et faire un point également sur nos projets, notamment de numérisation des catalogues de vente numismatiques. Alors, voilà, je pense que c'est la première chose qui différencie largement, j'espère que ça va pas trop, nos deux disciplines. Quand on est numismate, on a affaire à un objet sériel, produit quasi industriellement dans l'Antiquité. Alors là, ce sont des images d'une expérimentation archéologique qui a été menée il y a quelques années à Mel, dans les Deux-Sèvres, sur une plateforme du CNRS. On a reconstitué un atelier pour essayer de voir comment s'usaient les outils, quels étaient les rythmes de production. À 4 personnes, avec un four, une enclume, un marteau, des coins, on produit 1000 monnaies par jour sans difficulté. Et les trésors qu'on découvre fréquemment depuis très longtemps et jusqu'à encore aujourd'hui peuvent contenir de quelques exemplaires, quelques monnaies, jusqu'à plusieurs milliers. C'est le cas ici du trésor de Paphos, un trésor de monnaie ptolémaïque, jusqu'à 500 000 monnaies pour le trésor de Phrèmes, en bas à droite, qui est un des plus gros trésors monétaires que l'on connaisse. Et déjà, en voyant ces quelques images, vous vous rendez sans doute compte que notre approche ne peut être que différente. On a affaire à un objet en série et de production qui sont vraiment massives. Donc, à quoi nous servent les catalogues de vente? À 3 choses, à mon avis. La première, c'est rassembler tous les types qui peuvent exister, rassembler les variétés, compléter des légendes. Tous les monnayages ne sont pas nombreux, énormes, massifs. Il y a aussi, vous savez, la plupart des cités monétaires, des cités qui ont frappé monnaie, ont frappé des petites séries, très occasionnellement, parfois une émission de quelques centaines, quelques milliers de monnaies dans toute leur histoire. Et donc, il y a des cités qui ne sont connues pour aucun monnayage, c'est la plupart d'entre elles d'ailleurs, des cités qui sont connues par quelques monnaies, voire une monnaie. C'est le cas emblématique de Megara Iblaia en Sicile, dont on ne connaît qu'une seule monnaie d'argent trouvée en Sicile à la fin du XIXe siècle, connue longtemps par le catalogue de vente qui date des années 20, et finalement acquise par l'American Numismatic Society en 1944.
Des monnaies portent des types, portent des légendes, et évidemment, comme tous les objets produits assez rapidement, ils ne sont pas toujours d'une facture extraordinaire. La frappe peut être décentrée, le type peut être mal imprimé, l'exemplaire peut être usé, tout simplement. Et donc, parfois, on a besoin de plusieurs exemplaires en mauvais état pour reconstituer un type complet, une légende complète. Voilà ici un cas pour illustrer ce fait. Une monnaie qui est la seule pour ce type d'Adrien à Philippopolis de Thrace. Alors le portrait est celui de Lucius Aelius, qui nous donne l'intégralité des légendes au droit et au revers. C'est une monnaie qui n'est connue que par le commerce, un catalogue Lance de 2001. Surtout, je vous le disais, les études numismatiques, avant tout, c'est une étude d'un objet produit en série. Une monnaie, ce n'est qu'une parcelle d'un monnayage beaucoup plus vaste. Or, l'étude des grandes collections institutionnelles, souvent, n'est pas suffisant pour mener les études qu'on voudrait, les études statistiques ou quantitatives. Vous savez qu'on fait, c'est un objet standardisé, donc des poids standardisés, on fait des études métrologiques, le poids, le diamètre, on fait des études de production, c'est-à-dire qu'on essaie de reconnaître les matrices, les coins qui ont servi à frapper ces monnaies, toutes sont gravées à la main, elles sont toutes un petit peu différentes, donc on peut les dénombrer, mais pour ça, il faut un très grand nombre d'exemplaires. Or, les grandes collections institutionnelles avaient pour but avant tout, et ce au XVIIe et jusqu'au au moins au milieu du XXe siècle, de rassembler au moins un exemplaire le plus beau possible de chaque variété, et surtout pas des séries d'objets absolument identiques. Ainsi, si on prend par exemple le cas du monnayage ptolémaïque que je connais effectivement assez bien, on a des collections qui sont complètement déséquilibrées, tout simplement parce qu'au fil des siècles, les Ptolémées règnent en Égypte entre la fin du IVe siècle et la fin du 1er siècle avant notre ère, le système de marquage de leur monnayage change. Au début, on a plutôt beaucoup de marques, 2 monogrammes, 3 monogrammes, des symboles, c'est le cas des premières monnaies ici à gauche. D'ailleurs, il y a un texte qui a sauté. Donc, les 2 premières monnaies à gauche, vous voyez beaucoup de marques, des symboles, des petits casques, des lettres, un bouclier, des choses comme ceci. Au IIe siècle, les marques soit disparaissent complètement, soit sont beaucoup plus rares, une année, une mention d'un atelier. Et donc, pour cataloguer ces monnayages, Svoronos, en 1904, il dénombre des variétés. Il en dénombre beaucoup donc, pour le IIIe siècle, beaucoup moins pour le IIe siècle, encore moins pour le 1er siècle. Et comme on veut rassembler un exemplaire de chaque variété, cette répartition des variétés, on la retrouve dans la collection. Or, quand on fait les études de coins, on se rend compte qu'on a beau avoir 4 fois moins d'exemplaires du IIe siècle que du IIIe siècle, en fait, ils ont été produits dans les mêmes volumes. Et donc, pour compléter nos séries, on a encore plus besoin des catalogues de vente pour avoir des échantillons suffisamment complets. Un autre exemple un peu du même ordre, c'est un monnayage d'or au type d'Arsinoé, pareil, frappé en Égypte au IIIe siècle, vous voyez vers 261-241. Le premier monnayage comporte 15 variétés. Il est restauré au IIe siècle avec une seule et unique variété, mais il est beaucoup plus important. De fait, en moyenne, on conserve à Paris un exemplaire pour 3 coins pour le IIIe siècle et un exemplaire pour 7 coins pour le monnayage du IIe siècle, donc une représentativité qui est bien moindre alors qu'elle devrait être normalement supérieure. Alors, mes tableaux ont pas mal sauté, j'espère que ça va être clair. De fait, vous avez en bas ici un tableau qui représente un petit peu la manière dont j'ai composé mon catalogue de thèse, donc des monnayages d'or, d'argent, des Ptolémées au IIe siècle, avec les grandes régions et pour chaque région la part des collections publiques, du commerce et des collections privées. Pour le total, le commerce ça représente environ 20%. J'ai regardé un petit peu les autres grandes études des monnayages similaires. C'est un chiffre qu'on retrouve assez souvent. Les collections publiques sont souvent ultra majoritaires. On a entre 10 et 30% de monnaies du commerce en général qui figurent dans ces catalogues de thèses ou d'études publiées en général. Mais il y a quand même une très grande diversité. Alors des diversités qui sont dues soit à un type de monnayage particulier. Donc vous avez ici par exemple la 3e ligne en rouge, les monnaies d'or d'Alexandrie, qui sont très appréciées par les collectionneurs et qui passent donc massivement en vente. Et surtout, on ne connaît aucun trésor qui soit contenu dans une institution publique. Donc, l'essentiel des monnaies qui sont dans mon étude appartiennent au commerce pour 78%. Donc là, c'est une spécificité d'un monnayage dont le marché a une certaine appétence pour ces monnaies. Donc, on retrouve très largement sur le commerce.
Autre cas, ce sont les deux lignes du dessus, et là c'est un problème un peu différent, c'est une provenance géographique qui est en question. Autant les monnaies produites et réputées provenir de Chypre ou d'Égypte sont largement représentées dans les collections publiques, autant les monnaies produites et réputées provenir du Proche-Orient sont très largement représentées dans les catalogues de vente. Alors c'est lié à une histoire récente, voire extrêmement contemporaine de la région, avec des pillages archéologiques très nombreux et des monnaies qui passent excessivement nombreuses dans les catalogues de vente au Liban depuis les années 60, 70, 90 et plus largement au Proche-Orient depuis les années 2000 et 2010 encore. Ainsi, quand on consulte les catalogues de vente, parce qu'une étude numismatique demande de dépouiller des catalogues de vente, on met en base des exemplaires et on les voit apparaître sur le marché. Et le numismate va vouloir essayer de comprendre aussi le marché, tout simplement parce qu'il y cherche des données scientifiques. Et effectivement, il n'est pas rare de pouvoir reconnaître dans les grands mouvements du marché l'apparition de lots qui sont très cohérents. Quand on étudie les collections du cabinet des médailles, on le voit déjà au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Généralement, les acquisitions ne sont pas des acquisitions d'objets pris individuellement, mais bien des trésors, des lots qui arrivent sur le marché, qui sont dispersés entre plusieurs grandes collections, et on arrive à reconnaître ces mouvements. Ici aussi, vous avez un cas que j'avais repéré à l'époque, d'un trésor, manifestement, qui arrive sur le marché au début des années 1990. Alors on peut le repérer tout simplement parce que ces monnaies sont assez rares, on les appelle des tétradrachmes à l'ère incertaine, alors l'ère a été découverte depuis, mais on les appelle toujours comme ça, frappées à Chypre donc dans les années 190, 170 avant notre ère. Et alors vous voyez le graphique est en haut à droite, donc c'est le résultat de l'étude de coin et la manière dont on voit apparaître les exemplaires. En ordonnée, ce sont les années inscrites sur la monnaie, et en abscisse, ce sont les années d'apparition sur le marché. Depuis les années 1880 juste avant 1990, on en connaissait 33, et on en a 22 qui apparaissent entre 1991 et 1996, avec un lot très cohérent en termes d'années. Vous voyez, c'est ce qui est en bas, hein, le gros bloc en bas, et deux d'années beaucoup plus antérieures. Manifestement, c'est un trésor. On en est d'autant plus convaincu que ces monnaies passent chez un assez grand nombre de marchands, c'est ce que vous voyez en bas à droite, mais beaucoup de ces marchands en fait en vendent plusieurs exemplaires, jusqu'à 6 pour 3 d'entre eux, en 1992, en 1993, 14, 15, 16 et 17. Et puis, dernier élément qui permet de confirmer que c'est bien un trésor, un chercheur israélien à l'époque, Arnold Sper, signale qu'à Jéricho on vient de trouver un trésor. Lui il a vu passer un lot, et il dit je sais qu'il y a d'autres monnaies qui sont passées sur le marché, mais je ne les ai pas vues. Et quand on compare le lot décrit par Arnold Sper à gauche et le lot décrit par ce graphique ici, on se rend compte qu'effectivement, on a bien affaire sans doute à deux portions d'un seul et même trésor, et qu'on a pu recomposer ici à partir des catalogues de vente. Alors, sans doute, vous vous dites déjà, alors c'est très joli de recomposer des trésors monétaires, scientifiquement c'est très intéressant, je vous le confirme, mais ça pose aussi sans doute la question du rapport que notre discipline doit avoir avec les catalogues de vente, qui de fait deviennent aussi des pourvoyeurs d'objets qui potentiellement peuvent sortir illégalement de certains pays. Et c'est justement ce qui est en train de se passer, et c'est ce qui fait considérablement aujourd'hui évoluer les pratiques des numismates vis-à-vis du marché numismatique. Alors, je ne vais pas représenter le contexte que tout le monde connaît, des pillages archéologiques au Proche-Orient, notamment en syrien. On va parler de ce cas parce que c'est le plus net et le plus considérable aujourd'hui. Donc plusieurs rapports ont été émis, des photos satellites de sites archéologiques pillés systématiquement ici à Pamé ont été publiés, avec, vous voyez ici donc les trous faits par sans doute des détectoristes sur le site et la progression au fil des mois. Et ce pillage, on le retrouve dans les catalogues de vente. On en retrouve une traduction nette, c'est l'augmentation très sensible de la vente de certaines séries réputées provenir de ces régions-là. Ici, deux cas qui ont été publiés. Un cas, c'est en haut celui de monnayage de la reine Zénomie et de Vabalat, donc produit à Palmyre ou à Antioche, avec un pic de monnaie vendue, alors c'est assez rare, donc il y en a beaucoup qui sont apparus dans les années 2010-2015, ici en rouge,
ou alors une cité qui émet des tétradrachmes, notamment au type d'Alexandre, qui est à Rhados, en Syrie du Nord, avec, vous voyez ici, pareil, un pic de monnaie vendue à partir des années 2010. Alors justement, les numismates, la discipline a réagi, notamment en publiant un certain nombre d'articles sur le fait de collectionner, le problème que pose la collection aujourd'hui de monnaie produite en Syrie. C'est Ute Wartenberg, ici, la présidente de l'American Numismatic Society, qui publiait un ouvrage à ce sujet, ou une introduction, celle de l'ouvrage de Wealth and Warfare de Frédéric Duras, la directrice du cabinet des médailles, précisément à ce sujet. Alors, moi, je voulais juste détailler un autre cas que j'ai rencontré dans mes propres travaux à ce sujet, qui montre que ce n'est pas forcément les grands conflits qui font les pillages archéologiques, là aussi qui provient d'un dépouillement de catalogues de vente lié à une étude sur les monnaies de Cléopâtre. Cléopâtre, vous le savez sans doute, est la reine ptolémaïque d'Égypte, mais a régné aussi sur un certain nombre de territoires phéniciens restitués par Antoine, et a produit une série de monnaies de bronze notamment, avec son propre portrait, ou le sien accompagné de celui de Marc-Antoine. Alors, il y a aussi des tétradrachmes produits à Antioche, alors très classique, vous avez en 2015 le 10e du corpus connu qui est apparu sur le marché, probablement une nouvelle trouvaille. Et quand on regarde les bronzes au type de Cléopâtre, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent parce que ce fameux pic, il intervient beaucoup plus tôt, en 2008, en 2009, en 2010, avant les fameux troubles syriens notamment. Et puis surtout, ces monnaillages ne sont pas produits en Syrie actuelle, mais plutôt au Liban et en Israël. Et quand on regarde les chiffres, c'est tout à fait considérable. C'est-à-dire que, vous voyez, pour ces différentes cités, donc Damas par exemple, l'atelier de Damas, c'est 50% des monnaies qui sont connues depuis 2000, 72-76% pour Tripoli. L'atelier de Kalkis, qui est de loin le plus gros, 90% du corpus, on l'a vu apparaître depuis 2000 seulement. Donc, c'est qui est un mouvement tout à fait majeur. Et quand on regarde un petit peu ces choses en détail, on se rend compte que, on peut sans doute deviner ce qu'il se passe. Ici, vous voyez la souris en fait ou pas? Non. Ici, vous avez un graphique qui détaille la mise en vente de ces monnaies durant l'année 2007 à 2009, mois par mois. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que les monnaies de Kalkis et de Damas, qui sont ici, commencent à apparaître massivement à partir de mai 2008, et puis en fait surtout depuis août 2008, et pas avant. Et que ce phénomène ne concerne que des monnaies de Kalkis et de Damas, les deux ateliers du centre de la ville, du centre de la région, et aucun des ateliers côtiers, pourtant très peu distants de là. Alors, bon, placé face à cela, moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé Wikipédia Actualité Liban en 2008. Et en 2008, effectivement, il y a pendant une quinzaine de jours un conflit qui oppose le Hezbollah au gouvernement libanais. Et le conflit touche la montagne Druze, Beyrouth, et la zone frontalière entre la Syrie et le Liban, avec la prise notamment du poste frontière. Ça a duré 15 jours, ça s'est plus ou moins réglé ensuite, mais ce qu'on voit ici, manifestement, c'est soit une trouvaille fortuite, plus ou moins fortuite d'un trésor, soit le pillage d'un dépôt archéologique qui a alimenté le marché en monnaie de Kalkis et de Damas notamment pendant 4 ans. Voilà aujourd'hui un des usages qu'on fait des catalogues de vente. C'est aussi un moyen de se rendre compte des limites de ce qu'on peut faire avec les catalogues de vente. C'est que autant il était très facile de retrouver ces monnaies de Cléopâtre et d'Antoine. Ici, vous les voyez, on voit une tête de Cléopâtre pas tout à fait à son avantage et une tête d'Antoine pas non plus tout à fait à son avantage. Mais il est très peu probable qu'il n'y ait eu que ça dans ce lot de monnaies apparu en 2008. Il y avait probablement d'autres monnaies. Les monnaies de Cléopâtre ne circulent pas seules. Elles circulent avec d'autres choses beaucoup plus communes qui intéressent beaucoup moins de monde, comme ici des monnaies de bronze frappées à Antioche dans ces années-là, un petit peu avant, qui ne valent pas grand-chose sur le marché, qui ne passent pas dans les catalogues de vente et qui, sans doute, ont été trouvées en même temps que les monnaies de Cléopâtre et d'Antoine. Et donc, ça nous amène à une limite pour la numismatique de ces catalogues de vente, c'est qu'on n'y trouve forcément que des choses qui se vendent. Et alors il y a des choses qui se vendent très bien, des tétradrachmes athéniens, il y en a énormément, mais c'est une monnaie star, une très grande appétence pour ce type qui est dans tous les manuels scolaires du monde entier, je pense, et donc il y a un marché très élevé pour les tétradrachmes athéniens, alors que c'est un monnayage extrêmement commun.
il y a des monnayages qui attirent parce qu'ils sont le révélateur d'un épisode historique particulièrement intéressant, prestigieux, ou en tout cas qui attire une certaine catégorie de population. Les monnaies des révoltes juives, ici par exemple, qui ont des cours extrêmement importants, un marché très stimulé, ou les monnaies romaines qui leur font immédiatement suite de Vespasien, avec écrit Judeo Capta, et qui fait référence notamment à la destruction du temple. Nos propres travaux peuvent aussi stimuler le marché. Vous avez ici un tétradrachme ptolémaïque d'imitation, alors qui pour quelqu'un qui connaît un peu les monnaies ptolémaïques n'est vraiment pas très réussi. C'est assez commun, qu'on trouve en abondance, dans certaine abondance au Proche-Orient, qui n'intéressait personne jusqu'à 2008. Puis un article est paru en expliquant que c'est un tétradrachme d'imitation qui est produit à telle époque, on a fait les études de coin, on a expliqué que c'était quand même finalement assez rare, et depuis il y a un marché. Et on les voit apparaître sur le catalogue de vente. Donc les travaux académiques aussi stimulent le marché. Et je vous disais, tout n'apparaît pas dans les catalogues de vente, ce n'est pas forcément une question d'état. Aujourd'hui, en ce moment même, vous avez cette chose qui est proposée à la vente, dans une vente aux enchères. Alors il faut le savoir, c'est un décadrachme d'Alexandre. Il y en a très peu, effectivement. Non, vous avez le nôtre qui est à la bibliothèque ici en bas, on en a un. Il y en a un à Berlin, il y en a un à Paris, il y en a un à New York, il y en a un à Londres et quelques autres. Et alors celui-ci, on ne voit plus grand-chose. Il est censé faire 42 grammes, 43 grammes, il n'en fait plus que 23. Mais il est quand même mis en vente et il va sans doute se vendre parce que cette monnaie est tellement rare, tellement publiée et tellement connue que sans doute elle trouvera acquéreur, sans doute pas à un prix extrêmement élevé quand même. Alors voilà pour cette petite présentation rapide, j'espère avoir été complet sur nos usages de la numismatique. Il me reste un petit peu de temps. Merci. Et dans un second temps, je voulais vous présenter du coup un petit peu notre monde à nous des catalogues, parce que certes, on l'a vu ce matin et cet après-midi, il y a souvent des monnaies dans les ventes d'antiques, mais essentiellement, il y a quand même des ventes exclusivement réservées à la numismatique, et c'est un monde assez vaste, en fait, pour qu'aujourd'hui, plus personne ne soit capable de l'englober à lui tout seul. Toutes les grandes collections institutionnelles, tous les grands cabinets, toutes les grandes bibliothèques ont une collection de catalogues de vente numismatique. Alors, elles sont plus ou moins volumineuses. À Paris, on a 17 000 catalogues de vente numismatiques, ce qui est une collection relativement peu importante, en réalité, comparée à d'autres. Les champions du monde, a priori, sont les gens du Fitzwilliam Museum, qui ont 55 000 catalogues de vente numismatiques. Donc, c'est la plus grosse collection connue aujourd'hui. Et je vous dis, tout le monde en a. Quand on fait on plonge un petit peu dans ces catalogues de vente, on se rend compte qu'ils sont là depuis très longtemps. Les premiers datent du milieu du XVIIIe siècle. Ils sont parus dans une multitude de langues. À la BNF, j'ai répertorié 20 langues différentes. Et ils appartiennent à un nombre de maisons qui est pratiquement incalculable. À Paris, on a 900 maisons de vente différentes, avec une collection relativement modeste. Beaucoup qui sont de toute antiquité, Sotheby's, Roland F. Ardan, effectivement. Alors Sotheby's, le premier qu'on a doit dater de 1795 et le dernier doit dater d'il y a 15 jours. Il y a 300 catalogues. Et puis beaucoup ont fait une vente, 2 ventes, 3 ventes et puis se sont arrêtés, voire une vente et se sont arrêtés. Donc c'est un ensemble assez protéiforme finalement et qui va croissant. Et dans son article de 1990, François de Calataï s'interrogeait en disant... Il écrit en 1990, donc on est vraiment dans une explosion encore de la publication des catalogues de vente numismatique. Il disait, jusqu'à aujourd'hui, on a pu être exhaustif, on a pu passer à travers tous les catalogues de vente quand on voulait faire une étude, mais si ça continue comme ça, on va devoir sacrifier l'exhaustivité sur l'autel de l'efficacité et prendre les grandes maisons de vente, les ventes qui nous intéressent, et nous arrêter là. Et c'est à cette époque aussi que les grands cabinets commencent à découper les catalogues de vente. Au cabinet des médailles de Vienne, vous avez un fichier papier avec 1 million de fiches découpées des catalogues de vente. On y découpe la notice imprimée, la photo, la référence et on classe. Il y a la même chose à l'ANS, il y a la même chose au British Museum, il y a environ comme ça 500 000 autres fiches qui se baladent dans ces grandes institutions. C'était un moyen de gagner du temps, de faciliter le travail de dépouillement des catalogues de vente. Alors, justement, ces catalogues de vente, j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait. François de Calataï produisait un graphique en 1990 à partir de l'étude de coin de 4 grands monnayages et il regardait
à quel rythme ils apparaissaient sur le marché. Il en déduisait un rythme d'apparition des catalogues, de publication des catalogues de vente. Alors, le Fitzwilliam a publié la liste de ces catalogues de vente, donc j'ai extrait tout ça, j'en ai fait un joli graphique que vous avez ici donc, et il y a beaucoup de choses très intéressantes, à mon avis, qu'on peut tirer de ce graphique. D'abord, c'est sa durée. Les premiers catalogues, le tout premier date de 1741, et alors la liste s'arrête en 2016, mais évidemment il y en a encore en 2017 et bientôt 2018. On voit que le marché est en croissance quasi constante. On verra qu'il y a 2-3 moments d'interruption, voire d'arrêt. Alors les deux premiers, ils sont là. Ici, c'est la Première Guerre mondiale. Ici, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Le rythme va quasi exponentiel à partir des années 50, mais en fait, augmente finalement assez lentement dans les périodes antérieures. Alors ça, c'est sûrement lié à la structure du marché numismatique avant la fin du 19e siècle, où beaucoup de collectionneurs en fait échangent directement leurs exemplaires. Encore une fois, nous avons des objets qui sont produits en série. J'ai 3 Ptolémée II de telle cité, etc. Toi, tu as des Ptolémée III du même atelier. On les échange. Donc le passage par un marchand, par une vente, n'est pas systématique, et il y a une correspondance entre collectionneurs qui est incroyablement abondante, et qui prouve que sans doute beaucoup d'échanges et d'acquisitions se passaient même du marché. Le vrai décollage, en réalité, c'est la fin du 19e siècle qui est ici. C'est l'apparition de la photo et des planches de photos. On illustre systématiquement les monnaies à partir de cette époque-là dans les catalogues, donc les deux guerres mondiales. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'explosion, c'est le moment où la monnaie devient aussi un objet d'investissement, temps de dépression et d'inflation. Le pic est atteint au début des années 80, et la chute, parce qu'il y a une chute, date du début des années 2000. Et au début des années 2000, ce qui change, alors là, je voulais vous illustrer quelques catalogues, mais je pense que je vais passer outre. Au début des années 2000, ce qui se passe, c'est l'arrivée du commerce en ligne. Et les maisons de vente numismatiques vont massivement investir Internet, avec des catalogues papier, toujours pour les très grandes maisons, mais surtout des ventes en ligne, avec des plateformes qui rassemblent ces ventes en ligne. Il y en a plusieurs, qui s'appellent Sixbit, qui s'appellent CoinArchive, qui s'appellent AC Church. Aujourd'hui, CoinArchive, depuis 2000, c'est 2500 ventes et 1 million de monnaies antiques, archivées, donc consultables et requêtables avec un simple formulaire de recherche. Et donc cette évolution du marché fait que, aujourd'hui, finalement, ce qui paraissait improbable à François de Calataï, c'est-à-dire dépouiller des catalogues qui sont de plus en plus nombreux, aujourd'hui cet ensemble finalement, on ne va pas dire qu'il n'existe plus, mais il tend à être fini, cet ensemble. Et donc, toutes les grandes institutions, et la BNF en tête, entament aujourd'hui des programmes de numérisation de ces catalogues de vente, dans le but de numérisation avec OCR, évidemment, dans le but de les rendre consultables facilement, en même temps, en parallèle, avec que les ventes les plus récentes en ligne sur CoinArchive ou sur d'autres plateformes à usage privé. Est-ce que j'ai le temps de montrer une dernière chose ou pas? Non. Tu peux dire non. C'est-à-dire qu'après, on a quasiment plus de temps pour la dernière. D'accord. Alors, je vais juste montrer une dernière chose. On aimerait bien aussi vous poser des questions. D'accord. Voilà, c'est le résultat de notre numérisation. Aujourd'hui, on a 1780 catalogues de vente numismatiques publiés, c'est un 10e du fonds. C'est très pratique, notamment l'ossérisation, c'est-à-dire que les requêtes sur Gallica permettent de faire de la recherche plein texte. Donc vous voyez, sur tous les catalogues Bourget, vous tapez Syracuse et vous avez toutes les monnaies Syracuse qui sortent. Vous n'avez plus qu'à aller les retrouver, et ça, c'est quand même un gain de temps formidable. Donc François de Calataï, en 1990, ne s'en doutait pas, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut sacrifier l'efficacité sur l'autel de l'exhaustivité. Voilà, je vous remercie.